La Belgique a une histoire commune avec le Congo de près d'un siècle. Que s'est-il passé durant cette période? Qu'en savent les nouvelles générations de deux pays? Est-il nécessaire de connaître ce passé? À Bruxelles, des Congolaises et Congolais de différentes couches socio-professionnelles réfléchissent depuis quelque temps sur ce qu'avait été la période léopoldienne ainsi que la période coloniale belge. De ces réflexions est née l'idée de réaliser une série d'émissions sous la dénomination Contentieux belgo-congolais, connaître le passé pour baliser l'avenir. Aujourd'hui, les origines du contact Belgique-Congo. Bonjour à tous, bonjour à tous les Congolais à travers le monde, bonjour aussi à tous les amis du Congo et surtout aux amis de l'histoire. Dans le cadre de notre série Connaître le passé pour mieux baliser l'avenir, nous recevons une deuxième fois M. Mbaye Kanyinda pour nous parler du contentieux belgo-congolais, c'est-à-dire que s'était-il passé entre le jour où les Belges ont mis leurs pieds au Congo pour la première fois et les jours où ils sont partis. Monsieur Mbaye Kanyinda, bonjour. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui ne savent rien de l'histoire entre la Belgique et le Congo, quel a été le premier contact entre la Belgique et le Congo? Je crois que, avant de rentrer dans ce premier contact belgo-congolais, il faut se resituer dans cette histoire assez surprenante. L'Occident sort de la grande dépression du Moyen-Âge tardif. La peste noire qui crée des problèmes, les Turcs qui ont pris Constantinople, la bataille de Samarcande a fermé la route d'Asie et les Mamelouks bloquent le canal de Suez. Et ces morts, ces noirs qui ont civilisé à un moment donné cette Europe risquent de revenir. Il n'y a qu'une seule solution. Il faut retrouver le royaume du prêtre Jean. Le prêtre Jean, ce roi noir d'Éthiopie, du Congo, qui seul est capable de venir sauver l'Occident en difficulté. C'est à ce moment-là que l'on va alors voir le pape qui va diviser cette Europe de cette époque entre l'Espagne et le Portugal. Et alors on va voir les bateaux portugais aller à la recherche des Indes. Et que l'on se trompe l'histoire en croyant être arrivé là-bas, c'est l'histoire des Indiens. Diaz et Cao viennent vers le royaume du Congo. Ils trouvent un royaume extrêmement bien organisé avec lequel ils ont d'ailleurs de très bons rapports. Puis soudain il y a cette querelle de Valladolid. On dit mais mon Dieu, on ne peut pas faire souffrir les Indiens comme ceci. Et on décide que bon alors on va prendre les Noirs. Alors toute l'histoire de ce monde noir change. Et pendant 3 siècles, on va connaître ces razzias. On va connaître cette traite-là. Puis soudain, on entend le roi d'un tout petit pays, neutre, le roi Léopold II, qui convoque une conférence géographique avec comme objectif de lutter contre la traite. Alors ils viennent tous à Bruxelles et c'est à partir de ce visage de philanthrope que Léopold II entre dans notre histoire. Nous n'y sommes pas encore. La Belgique est Belgique, le Congo est Congo, il n'y a aucun lien entre eux. Mais avant cela, quelles sont les grandes puissances du moment? Les grandes puissances au 19e siècle. Les grandes puissances du moment, celles qui sont d'ailleurs à Berlin. Vous avez cette Amérique qui, la première, va signer la reconnaissance de l'Association internationale du Congo. C'est-à-dire, c'est une erreur bouleversante, puisque si bien c'est une simple société privée que l'on va considérer comme ayant le poids d'un État. Et cette signature sera obtenue sur la présentation de 500 traités que Stanley aura réussi à extorquer aux Congolais, et on est parti vers cette dynamique-là. Il y a l'Angleterre et il y a le Portugal. L'Angleterre et le Portugal qui vont d'ailleurs signer un accord secret où ils essayent de trouver un arrangement sur l'embouchure du Congo, ce qui va amener la France à rencontrer Bismarck et à oublier leur querelle de 1870. En d'autres termes, et comme puissance à l'époque, il y a les États-Unis, il y a l'Espagne, et le Portugal, la France et l'Angleterre. Bien. Et maintenant, Berlin.
Qui convoque Berlin? La conférence de Berlin est convoquée par Bismarck, mais Bismarck convoque la conférence de Berlin, d'abord parce que le chancelier de fer veut apparaître comme l'homme du moment, et ensuite parce que la France souhaiterait, soi-disant, qu'il puisse y avoir un arrangement non pas pour partager l'Afrique, mais un arrangement pour s'entendre. Quelles sont les règles que nous allons appliquer pour ne pas nous entretuer, parce que le gâteau africain attire beaucoup de monde. Et pouvez-vous rappeler la date de cette conférence de Berlin pour ceux qui ne le savent pas? La conférence de Berlin commence donc en novembre 1884, finit en février 1885, et se tient donc Wilhelmstraat, chez le chancelier Bismarck, et il y a 14 puissances qui sont là. Il y a notamment aussi la Turquie qui prend déjà une position importante dans ce concert des nations-là. Décrivez-nous un peu comment ils faisaient quoi à Berlin, et comment ils en sont arrivés, donc quelle a été l'issue de la conférence de Berlin? C'est-à-dire, la conférence de Berlin commence par une lettre que le colonel Strauss, qui est le président de l'association internationale africaine, peut lire en disant que toutes les puissances ici ont reconnu le pavillon de l'État, de l'association internationale africaine comme étant le pavillon d'un État souverain. Et nous allons nous battre pour ouvrir alors le commerce de l'Afrique centrale, et en même temps nous allons nous battre dans la lutte contre l'esclavage. En fait, la conférence de Berlin, sous l'apparence d'une rencontre pour régler des questions comme la question de l'esclavage, c'est simplement une conférence pour avaliser le partage de l'Afrique. Et le roi Léopold II, il était là? Le roi Léopold II est représenté par Émile Banning, qui était quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais je sais que les barons Lambermont et tous les autres sont tout autour. Mais ce qui est le plus important, c'est que le roi Léopold II a fait l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire? Le roi Léopold II a trompé tout le monde. Il a réussi depuis le début. Il y a quelque chose chez le roi Léopold II qui me rappelle le maréchal Mobutu. On est en ruse, mais en même temps le destin est parfois quasi identique. Que se passe-t-il? Le roi Léopold II, depuis qu'il est jeune, il a dit, quand il avait 25 ans, quand il était allé à Athènes, il a écrit à frère Orban, ministre des Finances, il faut à la Belgique une colonie. Mais il s'est rendu compte que la Belgique ne voulait pas rentrer dans l'aventure coloniale. Il a donc voulu faire une affaire tout à fait personnelle. Mais en même temps, il s'est rendu compte également que s'il vient à découvert, un petit peu comme lui n'a pas de chance. Et donc, il joue l'apparence alors des sociétés philanthropiques. Ça commence par la conférence géographique, et puis ça devient l'association internationale africaine, puis ça devient l'association... Oui, c'est très important ce que vous dites. Décrivez-nous un peu. Quel a été son mémo? Il a dit quoi et quoi, pour que ce que les autres ont entendu, et pour qu'ils disent quoi? Non, voilà ce qu'il a fait. Oui. Le roi Léopold II a signé un accord secret avec la France. La première chose, c'est qu'il a envoyé un mémorandum à Bismarck. Il dit, voilà mes prétentions. Il a joint une carte. Bismarck s'est rendu compte que ce serait intéressant, puisqu'eux aussi ont des prétentions ailleurs en Afrique. Bismarck a avalisé cette carte. Puis, le roi Léopold II est alors allé chez les Français, avec Jules Ferry, etc. Et il a dit, bon, mais écoutez, moi, je vous cède tous mes droits sur le Congo si je devais le perdre. Mais attention, le Congo n'existe pas. Cette carte-là, comment est-ce qu'il l'a eu? Il a la carte de l'association internationale africaine, c'est-à-dire que le roi Léopold II a envoyé des instructions secrètes à Stanley et à tous ses membres de là-bas pour qu'ils puissent obtenir par la contrainte, par la ruse, et c'est clair dans ses notes, des traités qui sont signés, et il se présente alors partout avec ces documents comme ayant des traités par lesquels on lui a cédé la souveraineté. Monsieur Mbaye, rappelez-nous un peu Stanley. Comment est-ce qu'il est entré dans l'histoire du Congo? Stanley rentre dans l'histoire du Congo parce que Stanley est allé à la recherche de Livingstone, un missionnaire que l'on ne trouvait plus, et il est arrivé là-bas. Il était journaliste, il a fait la guerre de sécession, c'est quelqu'un qui a un peu voyagé partout,
Et ce qui se passe, c'est que quand Henry Morton Stanley revient, il vient vers d'abord l'Angleterre, en espérant que les Anglais vont rentrer dans cette aventure avec tout ce qu'il a pu obtenir au Congo. Ça ne marche pas. Le roi Léopold II lit les articles. C'est ainsi qu'il décide alors de l'engager. Quand il arrive alors en France, il le rencontre à Laeken, il l'invite. Et là, il lui donne des missions. Mais ce qui est important ici, c'est que vous vous souvenez que le roi Léopold II, en 1908, quand on vient de lui prendre la colonie, il dit à son aide de camp. Nous n'y sommes pas encore. Oui, mais vous verrez. Mais vous verrez pourquoi je le dis. Oui. Mais vous verrez pourquoi je le dis. Il dit, ils auront mon Congo, ils ne sauront pas ce que j'y ai fait. Et l'une des choses qu'il aura faites, ce sont des instructions secrètes précises, notamment les instructions qu'il donne alors à Stanley d'obtenir des traités signés par les chefs locaux. Et nos ancêtres. Et ces traités vont être présentés alors partout comme étant les preuves que nos ancêtres lui ont donné la souveraineté sur l'ensemble de ce territoire. Mais vous m'avez posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'il a procédé alors à Berlin? Justement, quand il présente ces traités à Bismarck, c'est avec une carte restreinte. Puis, il reprend les mêmes traités et il va discuter alors avec les Français. Mais il veut avoir aussi le Nyaki Bari, donc le Congo d'en face. Alors les Français ne veulent pas le lui donner. Il dit ok, j'accepte et je vous donne en plus le droit de préemption. C'est-à-dire que si jamais je devais perdre l'association internationale africaine, on ne parle pas encore de l'État indépendant du Congo, que lui va créer par la suite. Si l'association devait perdre ses possessions, elle reviendrait à la France. C'est à ce moment-là qu'il prend la carte qu'il avait donnée à Bismarck, il la modifie en secret. Il donne un coup de crayon vers le sud. C'est là qu'il intègre le Katanga et toute la partie riche. Et lorsqu'il arrive alors à Berlin, il arrive avec une carte que ni Bismarck, ni la France, que personne ne connaît, dans laquelle il a acquis l'essentiel de la richesse de la République démocratique du Congo par un jeu qui est un jeu assez significatif en l'espèce. C'était quelqu'un qui ne fonctionnait que par la ruse. Maintenant, la carte de Léopold II, qui est en fait l'ancêtre de notre Congo, arrive à Berlin. Comment réagissent les autres puissances? Mais toutes les puissances acceptent cette carte parce que Léopold II a été extrêmement habile, puisqu'il a dit à tout le monde le territoire ici de l'Association internationale du Congo, parce que ce n'est pas encore un État, eh bien il est ouvert à tout le monde. C'est le commerce pour tout le monde. Donc l'Amérique voit la possibilité de commerce pour ses hommes d'affaires. Tout le monde voit la possibilité d'aller commercer dans ce bassin qui est extrêmement large. En même temps, tout le monde dit, ok, on va lutter contre l'esclavage. Le cardinal Lavigerie, tous ces gens qui ont des états d'âme par rapport à la traite, ils trouvent leur compte. Donc, il donne l'impression qu'il satisfait tout le monde. Puis soudain, il va faire le coup d'état de l'État indépendant du Congo. Pourquoi coup d'État? Parce que c'était sur terrain. L'association internationale du Congo est une association privée. Lui, il était le patron. D'où tient-il que le 29 mai 1885, par décret, il crée l'État indépendant du Congo? Ce décret, d'ailleurs, il ne le fait pas passer au bulletin officiel. Au contraire, son représentant à Banana reçoit les hommes d'affaires et quelques chefs coutumiers pour leur annoncer la création d'État indépendant du Congo, que Sir Winston va annoncer alors à tout le monde, et on va partager chez tout le monde la connaissance qu'on vient de créer un État indépendant du Congo, c'est-à-dire une fiction. En d'autres termes, quand la conférence de Berlin se termine, qu'est-ce que le roi Léopold II a eu comme acquis à cette conférence-là? Le roi a eu la promesse que tout le monde a reconnu l'Association internationale du Congo, le pavillon de l'Association internationale, qui était donc une entreprise philanthropique, comme étant le pavillon d'un État ami. On a assimilé une ONG à un État. Et lui, ça l'arrangeait, parce qu'il avait un plan B qui était de doubler tout le monde de deux manières. D'abord en créant l'État indépendant du Congo qu'il crée par décret, après avoir
obtenu des Et chambres. Rappelez la date de ces décrets-là. Le 29 mai 1985, et après avoir obtenu l'accord des chambres, qu'il puisse devenir le roi de cet État-là, mais simplement... et la Chambre dit oui? La Chambre dit oui, mais à condition que vous ayez une relation personnelle. Ça veut dire que cet État-là et la Belgique n'ont pas de relations financières ou autres. Ce que vous faites ne nous est pas imputable. Et c'est le premier coup. Et puis alors, par la suite, immédiatement, il va prendre les ordonnances par lesquelles il va, l'État indépendant du Congo s'attribue l'ensemble du territoire. Et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer les sociétés à charge de la loi 1906, dans lesquelles il va avoir des parts dominantes. Et dans l'une des sociétés, la bière lanversoise, c'est là, dans le prolongement, qu'on va avoir alors toutes ces tragédies. En d'autres termes, après la conférence de Berlin, le roi Léopold II, il est roi des Belges. Et le roi Léopold II, il est le roi du Congo sans que le Congo ait un lien avec la Belgique, c'est cela. L'État, c'est un artifice. L'État est un artifice d'un seul. Vous avez dit, il a signé un décret où il est roi du Congo. Oui. Mais un Congo qui n'a pas de lien avec la Belgique. Le seul lien entre la Belgique et le Congo, c'est que c'est un roi qui a deux royaumes. C'est cela. Exactement, mais justement, c'est pourquoi est-ce que je parlais de cette différence d'État. Parce que quand on dit État indépendant du Congo, c'est un mot. L'État, le mot État désigne un artifice. Cet artifice peut être celui d'un seul, on dit le despote. De quelques-uns, l'oligarchie. De tous, le démos. Ici, l'État démocratique, l'État, c'est un territoire, c'est une nation, c'est une constitution, c'est des modalités de dévolution de pouvoir. En l'espèce, on a un souverain qui ne sera jamais allé au Congo, qui n'a aucun lien avec la nation congolaise, qui crée donc un artifice, une fiction d'un seul, qui va lui servir comme épée pour rentrer dans la réalité historique du Congo. En d'autres termes, l'État indépendant du Congo, en droit, n'a pas existé. Je reviens toujours sur ma question. Quand on signe un décret, c'est pour le rendre officiel. Donc le monde entier savait qu'il y avait un État indépendant du Congo créé sur décret du roi Léopold II. Entre l'EIC, l'État indépendant du Congo, et la Belgique, il y a une différence en manière telle que ce décret-là, tous les actes vont sortir dans les annales de l'État indépendant du Congo, donc d'une structure. Et le drapeau de cet État ne sera autre que le drapeau de l'Association internationale africaine. Il va juste ajouter un certain nombre de choses. Si bien qu'à l'époque, il y a un débat juridique qui naît, ici même en Belgique, où des gens disent mais ça c'est une monstruosité, c'est pas un État. Où est le peuple, quel est cet État où il n'y a que des sujets? C'est-à-dire que, et c'est un des éléments justement de la crise ou du contentieux, c'est-à-dire qu'il a créé quelque chose qu'il a appelé État indépendant du Congo, mais il s'est approprié par la force le territoire. Stanley, vous me demandiez quel était le travail de Stanley, mais Henri Morton Stanley, d'abord, on sait qu'il était raciste, on sait quel était son rôle dans la guerre des sécessions, et il a utilisé le canon. Il ne faut pas oublier que le roi a signé des traités et a donné des contrats secrets où Stanley a engagé qui? Tipo Tipo. Tipo Tipo, c'était le principal marchand d'esclaves qui lui a donc donné les Zanzibarites qui ont permis la conquête du Congo. Monsieur Mbaye Kanyinda, si on devrait résumer tout ce que vous venez de dire, on pourrait affirmer que en Belgique, le roi était le roi des citoyens, mais au Congo, il était le roi, il avait des sujets. Je dirais même, plus grave que ça, il avait des objets. Quel est le droit qui s'applique à l'époque, sinon que nous sommes des meubles, en manière telle qu'on va traiter ces gens comme s'ils n'avaient aucune existence. Concrètement, c'est-à-dire que si on rentre dans la conception aristotélicienne qui était à l'époque en vigueur, vous avez des sujets, des êtres humains, des citoyens, puis vous avez l'esclave qui doit être traité comme un meuble, comme un bien. On peut en disposer comme on veut.
Qu'est-ce qu'ils faisaient des Congolais à ce moment-là? C'est-à-dire qu'ils pouvaient disposer du territoire des Congolais, c'est-à-dire qu'ils pouvaient imposer le travail forcé aux Congolais sans discussion, et en guise d'impôt, eh bien, ils pouvaient imposer que, bon, bah, si vous ne savez pas payer l'impôt, bah, donnez du caoutchouc. Soyez plus concret encore, décrivez le quotidien des Congolais sous Léopold II. Oui, mais c'est un quotidien assez... Donc le Congolais d'un village, il se réveille le matin et il y a la main, le pouvoir de Léopold II au-dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on lui oblige de faire? Non, mais il y a un pouvoir... L'État indépendant du Congo est né où? L'EIC, cet État est né en Belgique. Il est resté en Belgique. Et donc, le Congolais, il est en fait gouverné par une structure qui est lointaine, en Belgique. Le ministre, tous les dirigeants sont ailleurs. Lui, il subit simplement les conséquences des décisions. Alors, c'est structuré en manière telle que le pouvoir qui est établi, le pouvoir colonial qui est établi au Congo reçoit des instructions de Bruxelles et il se crée des relais. Certains chefs coutumiers que l'on accepte. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Que faisait le chef coutumier? Qu'est-ce qu'il disait aux Congolais de l'époque, venant comme instruction venant d'en haut? D'abord, ils ont commencé par détruire les véritables, donc déplacer les véritables lieux de pouvoir, faire des véritables coups d'État aux véritables chefs coutumiers, et alors installer leur propre relais, qui à ce moment-là pouvait avoir l'étoffe ou l'apparence d'un chef coutumier, mais appliquer une loi qui n'était plus la loi qu'ils ont connue dans leur histoire. Quel était le quotidien des peuples qui étaient sous la domination donc, de ce royaume de Léopold II? Donner une description très explicite pour que les gens essaient de s'imaginer comment ces gens le vivaient du matin au soir, etc. Il faut partir d'abord de ceci. Léopold II a vu dans le Congo une entreprise financière. Il dit qu'il a reçu 15 millions et il a investi. Et puis après, il n'avait plus d'argent. Lorsque soudain, il y a eu le boom du caoutchouc. Le caoutchouc et l'ivoire. Avec le caoutchouc et l'ivoire, il faisait sa richesse. Avec le caoutchouc et l'ivoire, il pouvait embellir son pays. Et c'est alors qu'il crée la fondation de la couronne, qu'il crée toutes les structures qui vont alors jouer un rôle déterminant dans ce Congo-là. N'oublions pas que, d'une part, il y a le domaine de la couronne qui sera le domaine qu'il administre, mais il y a aussi les concessions dans lesquelles il donne les mêmes pouvoirs que des pouvoirs d'un État. Et c'est dans ces concessions-là que le quotidien sera l'enfer qui va alors provoquer d'abord la lettre ouverte de Washington Williams, ce noir américain qui croit que c'est un peu comme le Libéria, il va venir avec... Concrètement, monsieur. Concrètement, si vous ne donnez pas le caoutchouc tel qu'on vous devez le livrer, on vous prend votre femme, on vous prend vos enfants en otage. Si vous résistez, on vous tue. Lorsque Storm arrive ici, le général dont on vient de taguer le portrait Square de Meus, lorsqu'il arrive en 1884, il arrive avec des crânes de 3 chefs qu'il a fait exécuter. Il les a fait exécuter et aujourd'hui, les restes de ces chefs se trouvent dans un musée d'histoire naturelle et aussi il y a certains documents, certains éléments sont là derrière. C'est-à-dire que le chef, on l'a simplement décapité. Et on a pris ce crâne humain, on l'a apporté alors pour qu'il soit l'objet d'études. Mais en même temps, les personnes qui refusaient de payer l'impôt ont rentré dans cette logique de la faire des mains coupées. C'est-à-dire que les soldats recevaient un nombre précis de balles pour pouvoir faire la répression. Mais au fait, vous n'avez pas dit qu'il avait monté une armée. L'armée que Léopold II met en place, c'est la force publique. La force publique, c'est-à-dire, il prend des indigènes, et c'est un peu plus compliqué que ça, parce que la plupart de ces soldats de la force publique ont été achetés, sont des esclaves qu'on a achetés, et puis après, on les a amenés, enchaînés, pour les former, et au-dessus d'eux, on a mis des Occidentaux qui sont venus de tous les pays et qui étaient là, donc les chefs militaires. Et donc, cette armée-là, on a créé alors des capitales, des relais, qui allaient alors chercher le stock qu'il fallait pour le caoutchouc. Parce que Léopold II a écrit
dans les notes secrètes à Stanley, à Strauss, qu'il faut absolument le caoutchouc pour sauver son État, pour sauver leur entreprise. Alors c'était un quotidien d'horreur, c'était un quotidien de razzia. Voilà pourquoi, lorsque l'affaire alors a commencé à être connue, ça a été connu par toute une série d'ouvrages, Mark Twain, Conan Doyle, etc., qui ont commencé alors à parler. Alors ça a créé la grande polémique et nous avons vu le roi lui-même constituer une commission d'enquête. Cette commission d'enquête qui, de manière curieuse, va prétendre que elle n'a pas vu de blanc ayant coupé les mains aux gens, alors qu'en l'espèce, lorsqu'on dit que ce sont certains agents qui étaient dans le domaine de la couronne et qu'on a congédiés, on apprendra plus tard qu'ils ont été réengagés par le roi Léopold II lui-même. Il y a là effectivement un problème de responsabilité. Bien, Monsieur Mbaye Kanyinda, nous allons terminer cette émission sur l'impact politique de cette gestion quotidienne de Léopold II du Congo et en Belgique. Ça ne se savait pas? Il n'y avait rien au Parlement, nulle part? C'est assez paradoxal. Regardez, Van de Velde, Émile Van de Velde, qui est le premier à dire que, bon voilà, il parle des arcades des mains coupées, mais par la suite, il va vouloir que les gens aillent travailler au Congo. C'est un peu comme ce Victor Hugo qui dit « Jetez votre trop-plein sur cette Afrique, vous aurez résolu la question sociale ». Ils sont tous liés par une sorte de religion curieuse qui s'appelle le devoir de civilisation. Et parce qu'ils sont cette matrice-là... Autrement dit, au Parlement, il n'y a rien qui se dit. Ils ne peuvent pas, ils sont dans une société... Non, non, j'ai dit ceci. C'était pas à la une au Parlement. Ce qui s'est passé au Parlement a commencé au départ, effectivement, quand toutes ces choses se passent. La presse en parle. Oui. Personne ne bouge. Mais évidemment, quand c'est devenu une affaire internationale, quand l'ambassadeur de Léopold II, Grandel, aux États-Unis, lui dit que le président américain voudrait convoquer une nouvelle conférence internationale pour rediscuter de Berlin. Alors c'est la panique absolue. C'est à ce moment-là que lui-même, il anticipe pour mettre en place cette commission d'enquête. Mais alors, également, à l'intérieur du Parlement, revient le débat qu'il avait lui-même initié, le débat de la succession. Il ne faut pas oublier que quand il a fait son testament, il prévoyait déjà de céder le Congo à la Belgique avant même que ne commencent ces difficultés, parce que l'État belge lui avait prêté 25 millions et il disait si je n'ai pas, bah, vous prenez le Congo. Merci beaucoup, M. Mbaye Kanyinda. Chers amis de l'histoire du Congo, nous arrêtons cette première émission ici, la veille du jour où le roi Léopold II va céder l'État indépendant à la Belgique. Comment cela se fera-t-il? Eh bien, rendez-vous dans notre prochaine émission.